tous les jours jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, avec Maître Latiba Sprat, première notaire du Maroc. Mais on essaie de l'avoir avec nous dans la mesure du possible, vu les déplacements qui sont les siens. Alors, tout d'abord, bonjour, Maître Latiba Sprat. Oui, bonjour, Sidi. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que nous avons abordé, mais une fois en 14 ans des experts. C'est quelque chose qui suscite des interrogations, même parmi les professionnels, même parmi les notaires ou les juristes ou les professionnels du droit. Oui. Maître Latiba Sprat, nous allons parler de la vente en viager, d'abord en général, ensuite en droit marocain, Oui. parce qu'on ne sait pas bien de quoi on parle quand on parle de vente en viager dans le grand public. Et je souhaitais, et d'ailleurs c'était votre volonté également, de commencer par des mots d'introduction et d'explication. Très bien, parfait. C'est vrai que peu de gens connaissent cette notion et cette institution de vente en viager. Alors que cette vente présente évidemment des avantages, aussi des inconvénients, tout dépend donc de l'atmosphère et des cas et de ceux qui veulent la pratiquer. Ah. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'avoir passé mon stage dans un ancien cabinet de notaires, des premiers notaires donc installés au Maroc. Oui. Et donc, moi, j'ai connu des cas de vente en viager. J'avais travaillé avec mon patron Oui. donc sur ces ventes-là. Quand vous avez démarré, il y avait combien de notaires ? On était pas plus d'une dizaine. Hein. Aujourd'hui, Dont j'étais la seule femme. Oui. Et j'étais bien heureuse parce que c'était beaucoup de considération, beaucoup de fraternité entre nous, et plus on était réduits, plus on était liés, plus on était Oui. donc on collaborait dans une atmosphère très agréable. Absolument, tout à fait. Plus facile de connaître 10 personnes que d'en connaître 1900 ou 1800. Juste une petite parenthèse, Oui. parce que les parcours sont toujours intéressants. Oui. Essayer de cerner. Comment vous vous êtes retrouvé à faire du notariat ? Écoutez, moi au départ je voulais faire barreau. Et voilà, après donc ma licence, j'avais passé donc le certificat d'aptitude, le CAPA, le fameux CAPA, que j'ai eu à l'Aise. Et j'ai fréquenté le tribunal pendant 2 semaines, et après je suis partie en courant. C'était pas fait pour moi du tout. J'ai estimé que moi je voulais rester objective, je voulais rester donc pas défendre une partie contre une autre, mais au contraire assurer un certain équilibre entre les personnes donc qui auraient besoin de mes services. Quand on plaide, on tranche, et c'est vrai qu'on prend un parti. Absolument, le parti de tout à celui fait. qui nous paye. C'est sensiblement différent d'essayer de renseigner les uns les autres. On avait l'obligation de défendre donc le client. Bon, mais par contre, le notaire, il défend la loi. Donc, il est l'arbitre entre 2 personnes, et c'est lui qui assure cet équilibre. Et donc, vous vous êtes demandé que faire ? Je me suis renseignée, donc j'ai intégré le ministère de la Justice pour passer mon service civil. C'était la première génération du service civil, et j'ai profité évidemment du texte réglementaire, donc de la loi qui réglementait la profession. C'est un daïr de 1925, et donc il ne faisait pas la différence entre les sexes. Donc c'était toute personne pouvait devenir notaire à condition qu'elle soit, par exemple, de nationalité française, et donc de remplir certaines conditions. De ce fait, moi, je me suis bien renseignée auprès de la direction des services civils, et j'ai pu m'inscrire donc en stage chez un notaire, évidemment avec l'aide du parquet général. Et j'ai démarré tout en remplissant les conditions de diplôme, et j'ai subi des examens, donc parce que l'examen on passait le premier examen qui était sanctionné par devenir premier clerc. Le deuxième examen, après 2 ans encore, pour devenir notaire professionnel. Oui. Non, notaire carrément, avoir le titre de notaire. Et on attendait la nomination par daïr royal.
chose que j'ai eu des difficultés à obtenir, vu que j'étais la première femme, donc il y avait des réticences. Mais c'est grâce à Sidna Allah yarhamou, Hassan II, qui était pour la promotion de la femme, que j'ai pu décrocher mon daïr de nomination. Et du coup, je suis devenue notaire à part entière. En quelle année Moi, j'étais notaire diplômée en 80 et mon daïr était signé en 83. Donc, j'ai dû attendre 3 ans pour voir mon daïr de nomination. Ça, c'est pour l'histoire personnelle. Ça, c'est l'histoire personnelle. Oui. Mais du coup, je ne suis pas du tout malheureuse d'avoir choisi cette profession, quoique c'est une profession très engageante, de lourdes responsabilités et, si vous voulez, qui vous prend tout votre temps. Oui. Si on veut faire les choses comme ils se doivent, donc ça, il faudrait s'investir entièrement. Oui, mais ce que je remarque pour en inviter quelques-uns, il y a des différences dans l'approche qu'on a du notariat. De la même façon que parmi les journalistes, les avocats, les professions, effectivement, il y a cette touche personnelle qui saute aux yeux. Mais revenons à un autre sujet. On parlait des mots d'introduction en ce qui concerne les mots de définition sur la vente en viager, maître Latif. La vente en viager donc consiste exactement à céder un bien immobilier à un tiers en échange d'une rente viagère qui se fait durant la vie donc du vendeur. Donc on sert une rente au vendeur durant toute sa vie, mais évidemment, au moment de l'établissement de l'acte de vente en viager, on verse un capital, ce qu'on appelle un bouquet. Donc une somme qui représente entre 20 et 30% du prix. Oui, mais dans les pratiques, d'autres mots sont employés, parce que cette opération, certains y recourent, mais c'est quelque chose qui s'apparente à ce que je viens d'entendre, Maître Ladi Basqat. Seulement au lieu de rente, j'entends loyer. Il y a certaines personnes qui vont donner une somme importante et en échange de quoi elles vont payer un petit loyer pour effectivement occuper des... Mais ça ne donne pas lieu nécessairement à une transaction à la fin, au profit de celui qui aura, entre guillemets, loué. Mais là, ce sont des pratiques, vous savez, ce sont des pratiques non réglementées. Moi, je parle de textes de loi qui réglementent donc la structure parce qu'il y a des principes, des fondements, il y a des textes de loi qui s'appliquent pour encadrer cette institution. Par contre, moi, je vois un petit peu de quoi vous parlez. Vous êtes en train de parler de celui qui prend un certain montant, une somme au préalable, qui investit les lieux, donc qui occupe les lieux, et au moment où il doit se retirer, il doit récupérer son argent. C'est comme une garantie ou pas nécessairement. C'est comme un droit au bail. Un droit au bail, c'est ce qu'on appelle un droit au bail. Oui. C'est ce qu'on appelle communément, péjorativement, exactement. Alors que ça, non. Là, c'est un titre de propriété. C'est une propriété à part entière qui est transférée. Parce qu'au moment où on établit l'acte de vente en viager, il y a transfert réel de propriété, sauf c'est-à-dire que si vous achetez un bien, par exemple un appartement ou un bien immatriculé, vous êtes inscrit sur le livre foncier comme quoi vous êtes propriétaire, parce que vous avez la propriété, la propriété à part entière. Sauf que là, il y a un démembrement de propriété, parce que là, il faudrait aussi voir la différence entre un viager occupé, un viager libre, un viager mixte et un viager à rente. Donc il y a ce sont des détails. Ce sont des détails, mais c'est un programme pour notre émission, Maître Latif Basqat, qui est également rythmé par les respirations musicales, et on va en profiter. Après ces quelques mots d'introduction, on va revenir aux explications, mais surtout à la pratique. Maître Latif Basqat, ceux qui ont des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les faire entendre, ou des avis. Vous pouvez bien entendu intervenir dans notre émission, qui se poursuit jusqu'à midi, et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Maître Latif Basqat, et nous parlons des transactions un peu particulières
en matière de transactions immobilières. Pour n'en citer que celle par laquelle nous avons débuté notre émission, c'est la vente en viager qui est si peu connue. Alors, et dont on pense qu'elle est interdite, maître Latiba Sqat. Et pour autant, ce sont des possibilités qui existent en droit marocain. Avant d'y venir, vous souhaitiez citer les différents types. Oui, tout à fait. Alors, la vente en viager, donc, elle a ce caractère aléatoire. Le caractère aléatoire, c'est l'engagement de servir la rente la vie durant, donc, du crédit rentier, c'est-à-dire du vendeur. Oui. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs modes donc, de façon. Il y a, donc, on va commencer par la plus connue. Vous savez qu'en France, on ne fait pas moins de 5500 ventes viagères dans l'année. Et c'est un process. Dans viager. En viager. Je parle de viager. Hein. Oui. Là, c'est un recensement récent. C'est la vie durant. Et je reviens parce qu'il y a aussi la vente à terme. Oui. Et je vais encore revenir là-dessus. Alors, en viager, donc en France, il n'y a pas moins de 5500 ventes viagères dans l'année. Et c'est une institution qui est réglementée donc par le Code civil. Ça fait 2 siècles. Au Maroc, moi je reviens donc là-dessus. Au Maroc, le DOC également, c'est vrai qu'il n'y a pas un chapitre exclusif dédié à la vente en viager. Ça, c'est certain. C'est pourquoi elle est peu connue et très peu pratiquée par les Marocains. Pourquoi ? Alors, le DOC, donc nous avons d'abord la réglementation, elle est faite par une combinaison d'articles. La réglementation, elle est faite par une combinaison d'articles et elle est admise en droit marocain. Le dossier ne prévoit pas expressément que la vente en viager est une institution autonome. Pas du tout, mais par contre, il y a l'article 478 du DOC qui réglemente, qui détermine les règles générales de la vente. 1. L'article 378 du DOC, il réglemente le contrat de la rente viagère. Donc c'est une combinaison des deux, oui. de la vente ordinaire et de le contrat de la rente viagère. Donc c'est spécifié. On rajoute à ça. Pourquoi elle n'est pas interdite ? Parce qu'il y a l'article 230, d'accord, qui détermine le principe de la liberté contractuelle et qui dit, dans ces termes, exactement, fidèlement que je reprends ici, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est-à-dire, il suffit qu'on soit tous les deux d'accord de faire un contrat de vente en viager, d'accord, oui. Et que ça soit conforme à la loi, avec ce caractère aléatoire sur lequel je voudrais revenir et que je voudrais expliquer. Oui. Que la vente viagère est conforme à la loi et en droit marocain en vertu du DOC, en vertu de ces textes que je viens donc d'énoncer. Je crois que sur ce point c'est très clair. Mais il y a un auditeur qui souhaite s'exprimer, seulement nous serons un peu contraints par le temps et donc si ça aide, je vous cède immédiatement la parole et si vous souhaitez rajouter des compléments d'intervention ou disons des compléments par rapport à votre intervention, nous vous redonnons la parole après le flash d'information. Bonjour à vous si Saïd. Bonjour Maître Sqat. Bonjour Assidi. Ce matin, en recevant Maître Sqat à Ratliba, vous aurez une figure éminente du notariat marocain. Une consoeur que je connais, une femme dont la rigueur est exemplaire. Vous avez bien fait de venir. Et le dévouement ont laissé une empreinte dans l'histoire du notariat. Merci, Monsieur le Président, pour ces éloges qui me vont droit au cœur. Je peux par la même occasion, témoigner qu'elle a toujours été un artisan de la sécurité juridique et elle a contribué à la modernisation de l'institution notariale. Merci. Elle a porté la voix du Maroc sur la scène internationale avec, avec panache et autorité morale au sein de l'Union internationale du notariat. Son parcours est pour
est une leçon de probité et d'excellence et c'est un exemple pour les nouvelles générations de notaires. Je tiens à lui souhaiter longue vie et une bonne santé et qu'elle continue à œuvrer pour la profession comme les anciens notaires. Merci, cher président, pour ce témoignage qui m'émue. Franchement, merci infiniment. Merci. Je suis très touchée. Hein. Eh bien, si Saïd, c'était un hommage. C'est rare dans notre émission et c'est aussi un exercice de modestie. Merci infiniment. De reconnaître les qualités d'autrui. Et si Saïd, je vous remercie pour ces mots, effectivement, qui font chaud au cœur. Bon, si on cite le pédigré en longueur des invités, des fois on y passerait beaucoup de temps de notre émission. Maître Lati Basqat, sur effectivement la vie des professionnels, oui. Je le disais, rares sont ceux qui pratiquent cette vente et parmi même ceux qui ont la possibilité de proposer ce type de transaction de vente en viager, il en est même qui pensent que c'est interdit. Comment ça se fait ? C'est pas interdit, donc comme je viens de l'expliquer, parce que rien ne l'interdit, sauf que le DOC... Moi, j'ai entendu souvent des raisons religieuses. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais le religieux est une chose et le civil est une autre. Là, elle est vraiment... pourquoi, sur le plan religieux, elle est interdite ? C'est une vente tout à fait normale. C'est vrai qu'il y a le caractère, donc le principe aléatoire du contrat. Pourquoi ? Oui. Parce que la rente est servie la vie durant du crédit du vendeur. Donc, elle est attachée à... Bon, toutefois, vous savez qu'il est... le contrat de vente en viager peut être mis en cause si on achète à quelqu'un qui est en fin de vie. Ou bien, parce que d'abord, l'obligation est... c'est-à-dire le caractère obligatoire de la vente, il faudrait que la personne ne soit pas malade, on sait qu'elle est en fin de vie. Oui, sinon on dira que si elle décède, de sa alors faiblesse. Vous savez que si la personne décède dans les 20 jours qui suivent la signature du contrat, le contrat est nul. Oui. Carrément. Oui, mais ça c'est du bon sens, Maître Lati Basqat. Sur les conditions qui permettent effectivement concrètement à ce que ces opérations soient mises en place, on va y revenir en détail. Il est 10h31, c'est l'heure des actualités. Nous sont présentés par Karim Dronné qui vient de nous rejoindre. On va l'écouter pour le flash d'information. Et on se retrouve, bien entendu, chers auditeurs, pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent prendre la parole et poser des questions et partager des témoignages, comme on a entendu, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et ceux qui se joignent à nous doivent savoir que nous sommes ce matin avec notre invité, Maître Lati Basqat, qui est notaire à Rabat et qui a les autres qualités qu'on a pu entendre de la part de Si Saïd, qu'on peut saluer ici même et qu'on avait reçu pour une émission il y a de cela quelques années, en effet, que je me permets ici de saluer. Nous parlons ce matin des ventes ou des transactions un peu particulières qu'on peut passer auprès d'un notaire et tout spécifiquement de la vente en viager. Maître Lati Basqat, elle a des conditions. On en a cité une tout à l'heure. Des contrats qui sont signés 20 jours avant le décès sont nuls et non avenus et sont contestés. Mais qu'en est-il de la pratique quand on souhaite effectivement passer ce type de transaction? Est-ce qu'il y a des conditions autres que celles qu'on a citées? Non, il y a des conditions tout à fait rigoureuses qui encadrent cette forme de vente. Ici, d'abord, il y a la détermination de la chose, du bien à acquérir. Il y a aussi sa valeur marchande, qui est évidemment calculée en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Oui. D'accord. Donc il y a une décote du prix.
Une décote du prix. Donc déjà, ça c'est pour moi, et c'est entre guillemets une petite parenthèse, Oui. L'argument majeur qui plaide en faveur potentiellement du fait d'envisager ce type de transaction, parce que les prix s'envolent et il y a la possibilité d'acheter, mais devenir propriétaire. Mais à terme, on est propriétaire à part entière, c'est-à-dire vous avez la nue propriété. Oui. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le viager occupé. Le viager occupé, donc vous achetez une propriété à une personne, souvent âgée, d'accord, et vous lui versez un montant qui s'appelle, c'est le capital, c'est le bouquet, donc vous lui versez un montant déterminé qui varie entre 20 et 30% du prix convenu, et par la suite, vous lui servez une rente qui est déjà déterminée au préalable. Alors cette vente, elle est servie soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. Et donc, toutefois, le vendeur, donc le crédit rentier, reste dans cette maison. Oui, il reste dans sa maison. Il reste dans sa maison jusqu'à son décès. Donc, vous n'avez que la nue propriété. Vous allez bénéficier du fait que vous ne payez au comptant qu'une partie. Donc, vous avez une petite épargne, vous allez la verser en tant que bouquet. Et par la suite, au fur et à mesure, vous versez la rente, la vie durant donc du vendeur. Et vous êtes déjà propriétaire, évidemment vous êtes propriétaire, mais le notaire doit prendre des mesures pour garantir le paiement de la rente, parce que au cas où la rente n'est pas payée, là il y a problème. Donc par contre, le notaire peut prévoir de prendre une hypothèque, une garantie hypothécaire, ou prévoir une clause résolutoire, d'accord, pour garantir le paiement régulier de la rente. En cas de défaillance, le contrat est nul. En cas de défaillance, vous vous adressez au tribunal, le contrat est nul, le vendeur récupère son bien. Et l'acheteur récupère, l'acheteur garde le bouquet et garde les rentes déjà encaissées. D'accord. À titre de dommages et intérêts. Parce que lui, il a vendu pour qu'il puisse être à l'aise. Donc souvent, c'est des personnes qui va garder le bouquet et les rentes déjà versées. Donc, ce qui est dissuasif pour celui pour continuer à payer la rente régulièrement. Donc, Donc ça, c'est pour le viager occupé. Donc vous avez la nue propriété. Mais dans la pratique. Et ça, c'est très bien pour les investisseurs en immobilier. Mais oui, les investisseurs en immobilier, parce que là, ils vendent parce qu'il y a une décote, donc ils payent moins cher. Et même pour quelqu'un, par exemple pour un jeune couple, qui prévoit donc d'avoir une résidence principale par la suite, mais qui ne dispose pas de la totalité du prix, ça lui permet donc, si vous voulez, d'avoir un crédit, j'appellerais ça moi péjorativement un crédit, sans intérêt. Et en fonction d'une rente, c'est pas la rente, elle n'est pas proportionnelle à l'échéance bancaire. Elle est certainement moindre. D'accord. Pourquoi Parce qu'il y a cette occupation, parce que le vendeur, il garde l'usage et le droit d'habitation. Oui. C'est-à-dire l'usage. L'usage, il peut même, s'il a un autre bien, il peut louer ce bien qu'il a vendu et percevoir des loyers qui vont venir donc augmenter sa rente. De la rente. Voilà, et qui lui permettrait d'avoir une retraite paisible et confortable. Et qui sait profiter. Et surtout, ça, c'est pratique. Bon, moi, c'est déjà conseillé. Moi, je conseille. Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Oui, mais je vous dis, mais pas dans mon étude, là où j'ai passé mon stage. J'avais passé mon stage. Et donc, cette formule est bien, surtout pour les personnes qui prennent de l'âge, mais qui n'ont pas aussi d'héritiers directs. Qui n'ont pas d'héritiers directs. D'héritiers directs et qui ont une petite retraite. Et donc, tu restes chez toi, tu perçois une rente et après, le bien est transféré. Déjà, vous connaissez qui est-ce qui va récupérer le bien. Pas aller chercher des cousins maintenant qui sont dont vous ne connaissez même pas leur résidence. Vous savez, moi, des fois, j'ai affaire à des successions où les gens ne connaissent pas le reste des héritiers.
quelqu'un qui a une fille, donc elle doit chercher les héritiers asab qu'elle ne connaît pas, parce que son père ne lui a jamais montré ni ses cousins, ni ses parents, ni personne. Donc, cette dame, je lui dis, il faudrait aller au tribunal, tout simplement, pour savoir s'il y a d'autres héritiers. Sinon, la succession est bloquée. Alors ça, c'est le cas de la vente. Donc en viager, occupé. Il y a celle qui est la moins pratiquée, mais qui est la plus avantageuse pour l'acheteur, c'est d'avoir le viager libre. C'est-à-dire que vous avez la propriété entière, donc vous avez la nue propriété et vous avez l'usufruit du fait que vous allez occuper, vous avez l'usage et l'occupation de votre bien immédiatement à l'acquisition. Mais vous continuez à servir la rente au vendeur tant qu'il est en vie. D'accord. Ça, c'est le plus intéressant. Ça, c'est le plus intéressant, mais c'est plus cher. Mais bien entendu. C'est plus cher parce que vous avez la pleine propriété. Et vous continuez à servir donc la rente donc au vendeur. Oui. C'est ce qui est moins fréquent et quand même qui est plus cher. Il y a aussi donc la vente en viager mixte, c'est-à-dire quand par exemple la propriété comporte 2 logements, il y a un qu'on peut mettre à la disposition de l'acheteur et donc il y a une partie libre, il y a une partie occupée. Et là, même s'il y a un seul titre foncier. Même s'il y a un titre foncier. Donc ça, c'est un aménagement qu'il est possible de faire. Voilà, absolument. Et puis, on peut... Pourquoi ? Parce que toute la propriété... Mais pourquoi il y a un seul titre foncier ? Pourquoi c'est possible ? Parce que toute la propriété, la nue propriété, est transférée déjà à la conclusion du contrat, à l'inscription sur le livre foncier, à l'acquéreur. Oui. Alors, les raisons pour lesquelles c'est peu pratiqué, Maître Latif Basserat, outre le fait que c'est pas dans les mœurs, peut-être y a-t-il des arguments religieux. Culturellement et socialement, les Marocains ont tendance à privilégier soit le transmission par voie successorale, soit par donation. Mais alors que certains savent très bien qu'ils n'ont pas d'héritier. Et que ce bien il ne sait même pas à qui il sera finalement attribué et destiné. Et ils n'ont pas les moyens de vivre confortablement, alors que cette possibilité existe. Donc moi je pense, les notaires sont faits pour faire des propositions, comme a dit tout à l'heure le président Saïd Boujida, les notaires sont là pour faire des propositions de loi, d'accord, parce que nous avons besoin d'un texte législatif réglementant cette possibilité, qui est déjà faisable, et qui n'est non conventionnelle et en vertu de la loi. Je vous ai donné déjà les 3 articles qui nous permettent de la faire. Donc j'y vois un intérêt pour celui qui voudrait acheter à moindre prix, les prix s'envolent dans l'immobilier, et pour ceux qui ont besoin d'un complément de revenus, parce qu'une rente c'est un complément de revenus. Absolument, c'est confortable pour les 2 parties. Oui. Donc il y a un intérêt, mais effectivement, je le disais... Et même pour les investisseurs immobiliers, ils achètent dans des zones tendues, c'est-à-dire où il y a plus de demandes que d'offres. Et là, ils investissent doucement. Et au moment de la récupération du bien, ils ont déjà réalisé une grande plus-value. Oui. Parce qu'il faut chercher uniquement les entendus pour investir dans ce sens. Qui achèterait dans ce cadre-là, dès lors que effectivement, la transaction s'achève entre guillemets, et elle s'achève avec la mort du vendeur. Absolument, tout à fait. Eh bien, rien qu'en revendant l'appartement qui est acquis par ce biais-là, la plus-value possible est assez intéressante. Il y a aussi le viager à terme. Le viager à terme, donc, c'est un autre mode. On achète, on verse le bouquet et on va vous servir. On sert donc une rente viagère sur une durée déterminée. Par exemple, on prévoit de 20 ans, 10 ans, 15 ans, tout dépend. Alors, peu importe la durée de vie donc du vendeur.
sans tenir compte de sa longévité. Oui, mais qu'il faut prendre grand soin de rencontrer, de visu. Voilà. Parce que, Voilà. oui, mais bien non, parce qu'il y a des indicateurs. Alors 10h47, nous avons des aménagements dans notre émission, mais on peut effectivement essayer de se conformer simplement à la programmation qui est la nôtre. C'est le moment de profiter de la respiration musicale après de longs instants d'explication. Il en est de nécessaire pour un type d'opération qui est peu pratiqué sur le terrain. Et bien entendu, nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et ouais, enfin, Et, c'est pas du tout la même chose. oui, hein. d'autres temps, d'autres mœurs, comme on dit, maître Lati Basrat. Mais on reprend notre émission sur la vente en viager, maître Lati Basrat. Mais la durée d'une vie est peut-être assez longue. Et effectivement, celui qui achète, elle espère qu'elle se raccourcisse. Ah ben ça c'est le caractère aléatoire. Soit vous faites une bonne affaire financière, soit vous avez quelqu'un qui a une longue vie, ce qu'on espère pour tout le monde d'ailleurs, qu'on souhaite pour tout le monde, oui. d'accord. Et donc vous savez aussi, il y a le problème des travaux d'entretien et des taxes à payer durant cette période, parce qu'il faudrait savoir qui paye quoi. D'accord. Alors le vendeur. Oui. Le vendeur, ah oui, c'est bien, s'il est occupé, s'il occupe, non, voilà, non, le vendeur doit d'abord, il a l'obligation et il faut, ça c'est impératif, il faudrait que le notaire fasse très attention parce qu'il doit préciser qui paye quoi et les obligations de chacun. Réciproque. Absolument. Alors pour le vendeur, normalement, il doit payer les frais d'entretien. Les charges, donc la taxe d'enlèvement d'ordures, la taxe des services communaux, d'accord, et la taxe d'habitation. Le grand oublié de notre conversation, c'était le fisc. Le fisc, voilà. C'est une vente. Toutefois, oui. Les gros travaux, pas l'aménagement et l'entretien, les gros travaux incombent à l'acheteur, alors qu'il n'a pas la... Voilà, tout à fait. Alors, donc, pourquoi vous me dites longue vie? Si, évidemment, le vendeur est centenaire, et évidemment, il y a des travaux à faire, l'acheteur se trouve devant un gouffre financier. Ben oui. Parce que là, non seulement il est obligé de servir la rente, tout le temps, et en plus, payer les gros travaux, et la personne est là, donc 10 ou 15 ans, le vendeur est servi comme un prince. Oui. Voilà. Donc, vous savez, c'est ça le caractère aléatoire de la transaction. C'est pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est pour cela que c'est pas rentré dans les mœurs marocaines, mais sur le plan légal, elle est faisable. Je mettrai ma main au feu. Il y a un intérêt, on l'a dit, il est évident. Sur la possibilité de le faire, je crois que les textes de loi ça y est, sont clairs. Pour autant, moi j'ai entendu souvent, en ce qui concerne ce type de transaction, même l'idée d'avoir ce caractère aléatoire, être associé à un pari sur la vie, et donc à être démonisé pour des raisons de conviction religieuse. Ce n'est pas un pari. Vous savez, vous achetez, vous payez des rentes. Oui. Bon, des rentes, c'est vrai que la durée est indéterminée. Oui. Parce qu'elle dépend de la vie ainsi d'herbe. C'est lui qui détermine l'heure. Donc, moi, je vous dis, moi, sur le plan religieux, ce n'est pas un jeu de poker. Hein. Non. En tout cas, sur le plan légal, vous savez, notre droit a beaucoup évolué et modernisé aussi, parce que vous savez, nous avons maintenant des notions modernes qu'on ne connaissait pas avant. Avant, par exemple, moi je donne un exemple tout bête, tout simple. C'est concernant la donation. La donation, avant, il fallait impérativement que vous ayez la prise en possession et la jouissance immédiate. Sinon, la donation est nulle. D'accord. Moi, j'ai appris par le professeur De Croo, qui est le père du foncier marocain. C'était mon professeur. Et il nous a toujours appris qui donne et retient ne vaut.
C'est-à-dire, le donateur ne peut pas garder l'usufruit. Et ça, c'était ça, ce que j'ai appris auprès du plus grand professeur du foncier, de Crau, qui était mon prof. Bon, actuellement, évidemment, la jouissance se fait par l'inscription sur le lit foncier. La prise en possession se fait par l'inscription sur le lit foncier. Le donateur peut faire une donation à quelqu'un, garder l'usufruit, il n'est pas obligé de vous remettre ça, mais du fait que vous êtes propriétaire inscrit sur le lit foncier, vous en avez déjà la possession. Donc la possession n'est plus attachée au fait d'occuper les lieux, mais plus par l'inscription sur les lits fonciers. Vous voyez, nous sommes là, c'est vraiment un tournant de 190 degrés. Hein. Oui. Parce que le droit évolue. On ne peut pas rester figé, toujours limité à... Non, ça c'est un jeu de poker, pas du tout. Mais ça c'est une manière aussi d'évoluer dans la vie et de permettre l'accès à la propriété à des gens qui n'ont pas les moyens immédiats et qui ne peuvent pas, leur mode de vie et leurs moyens ne leur permettent pas de supporter un crédit bancaire. Donc ils peuvent payer, c'est un paiement échelonné. D'accord ? Ils peuvent prévoir même la rente viagère à terme. Je paye jusqu'à 20 ans, 15 ans, d'accord ? Et là, de manière Est-ce qu'il est possible de prévoir en amont, Maître Lati Basqat, le paiement pendant au maximum 20 ans, ou sinon au décès du vendeur? Non, c'est l'un ou l'autre. Le contrat, non. Ça, on laisse pas au choix, non. Parce que chaque fois, on va se mettre à danser sur les deux jambes. Donc c'est quelque chose qui est clarifié. Voilà. Mais ce qu'on va essayer de clarifier, c'est l'aspect fiscal, parce que quand il y a une vente en matière immobilière, il y a ce grand oublié quelquefois, mais qui nous rappelle à l'ordre, comme la régie. Lorsqu'on déborde, eh bien, c'est le fisc, la DGI. Il y a aussi les taxes locales, et on aura l'occasion d'aborder ce point-là dans quelques instants. Après le flash d'information qui nous est présenté à 11h par Mourad Beba, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et ceux qui ont bien entendu des questions à nous soumettre, et je vois qu'il y a une auditrice qui a mon numéro personnel, mais ceux qui souhaitent, je vais énoncer sa question également à la reprise, mais ceux qui souhaitent prendre la parole directement à l'antenne, n'hésitez pas à nous joindre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons notre émission, chers auditeurs, avec notre invité Maître Lati Basqat. Et effectivement, il y avait un point d'interrogation. Après ces moments d'explication, il faut s'expliquer aussi sur l'aspect fiscal, parce qu'une vente est soumise à une fiscalité, Maître Lati Basqat, et c'est un chapitre que nous n'avons pas encore abordé concernant la vente en viager. Oui. Alors, la vente en viager présente évidemment un avantage fiscal dans la mesure où le bouquet, le bouquet, c'est-à-dire la somme qu'on va donner. Qu'on va donner au préalable, entre 20 et 30% normalement. D'accord, du prix convenu. Et le prix convenu, c'est un peu la valeur du foncier. Évidemment, en prenant compte de l'espérance de vie et de l'état de l'occupation du bien. Donc, le prix est bien réduit. Oui. Entendons-nous bien. Bien entendu. D'accord, voilà. Parce que par la suite, il est converti uniquement. Donc, on ne paye que les droits de quittance sur le bouquet. Les droits de quittance sur le bouquet. Oui. C'est voilà. Ce qui correspond à 1,5%. 1,5% de la somme décaissée. Donc, parce que ça, c'est la seule somme qui est quittancée. D'accord. D'accord, mais on ne paye pas sur le reliquat qui est payé à échéance. Ah, donc ça, c'est parce que les échéances, ça peut être mensuel, ça peut être, comme j'ai expliqué tout à l'heure, trimestriel ou annuel. Hein. Donc, pas d'imposition sur... non, c'est-à-dire pas d'imposition. Non, si, on paye les taxes d'habitation, la taxe des services communaux. Ça, c'est les taxes locales. Absolument, parce que ça voilà, et puis les frais de la copropriété, donc au cas où c'est un appartement, donc non. Ouais, on paye normalement. C'est l'occupant qui paye. L'occupant qui paye. Là, ça dépend de ce qu'on est en train de payer. C'est ça alors, les frais d'entretien ordinaires.
d'accord. Oui. Et aussi, par exemple, les charges de copropriété. Oui. La taxe des services communaux, Oui. la taxe d'habitation sont payées par l'occupant, donc par le vendeur. Oui. Les travaux d'aménagement, les gros travaux, les réparations sont à la charge de l'acquéreur. Oui. Voilà. Donc ça, il faudrait que le notaire chargé de la transaction fasse très attention et prenne le soin de tout mentionner de qui paye quoi. D'accord. Et le vendeur, le seul impôt qu'il va payer, c'est 1,5% des 20 ou 30% qu'il va recevoir dans le bouquet, initialement. Le vendeur. Oui. Non, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur. Mais le vendeur, qu'est-ce qu'il paye comme imposition? Ben, il ne paye pas parce qu'il n'a pas réalisé de plus-value, il n'est pas encore payé. Ah, d'accord. Donc c'est aussi de ce point de vue avantageux. Il y a un auditeur qui nous a contacté, c'est Siab Hiller, qui est avec nous à l'antenne et auquel on cède volontiers la parole. Bonjour à vous. Oui, bonjour. On est à votre Bonjour écoute, à Sidi. Bonjour madame. Bonjour Sidi. Vous nous avez manqué un petit peu pendant cet été. Alors, ma question, ça concerne la vente. Oui. Là, nous sommes, moi, mes frères et sœurs, héritiers d'un bien. Oui. Mes frères et sœurs sont à l'étranger. Moi, je m'occupe de la vente. Est-ce que, par exemple, s'ils sont les 3 ou 4, je dis par exemple en France ou en Belgique ou en Suisse, est-ce qu'ils sont à m'envoyer un seul certificat de procuration où ils signent tous les 4 via un notaire pour qu'ils puissent procéder à la vente, ou alors c'est chacun qui doit m'envoyer sa propre procuration? Alors déjà la procuration doit être établie par les doules attachés au consulat du Royaume du Maroc. Donc, si vous faites... S'ils résident dans la même ville. S'ils résident dans la même ville. Donc, à l'étranger. C'est pas interdit. Bon, s'ils sont... Chacune des sœurs réside dans un pays différent ou dans une ville différente, chacune des sœurs peut établir la procuration, d'accord, exclusivement pour la vente, pour vous permettre de vendre le bien, sans oublier qu'il faudrait leur envoyer une copie du certificat de propriété pour que les doules mentionnent exactement le bien destiné à la vente. Parce qu'il faudrait mettre le nom de la propriété, la situation de la propriété, sa consistance et son numéro du titre foncier. Et une fois que la procuration est établie par le doule attaché au consulat du royaume, ils vont vous l'envoyer directement et vous en ferez usage, et c'est possible à ce moment-là de procéder à la vente. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule procuration pour tout le monde. Oui, donc ça dépend aussi effectivement, du lieu de résidence des héritiers. Et des fois, je pourrais rajouter, des fois c'est beaucoup plus intéressant pour les vendeurs de prendre un billet d'avion, de venir signer eux-mêmes au Maroc, que de faire ça, par exemple, quand ils sont dans des pays où d'abord on n'a pas dans une région où il n'y a pas de consulat et qui doivent se déplacer par avion entre une ville et une autre. Comme aux États-Unis. Et prendre le rendez-vous et attendre. Donc, c'est beaucoup plus coûteux. Autant prendre un billet d'avion, venir au Maroc, faire la transaction et repartir illico. Oui, il en est qui, effectivement, viennent pour ces questions, j'allais dire, administratives, mais qui sont liées tout simplement à la liquidation des successions. Et là, est-ce que vous aviez d'autres questions à nous soumettre ce matin? J'ai une autre question. Oui. Je ne sais pas pourquoi il y a cette complication, mais ils auraient pu passer par un notaire. Le notaire. Oui, mais le problème, c'est que le Maroc n'a pas de convention judiciaire avec tous les pays. Hein. Ouais, avant, écoutez, c'est Abdelillah. Avant, on avait une convention judiciaire. D'accord, de 1980 et même 83, complété 83 exclusivement avec la France. Donc tous les actes établis par notaire en France étaient acceptés au Maroc et faisaient foi au Maroc. Actuellement, ce n'est plus la convention est toujours là, elle existe, mais on ne la fait plus fonctionner, ça fait plusieurs années. Un acte qu'on reçoit de l'étranger, d'abord, s'il est établi par
par d'autres autorités, il faudrait qu'il passe par le tribunal, même s'il est établi par notaire. Il faudrait qu'il passe par le tribunal pour recevoir l'exéquature et constater qu'il est conforme donc à notre droit et qu'il est à ce moment-là Alors, une fois le jugement rendu, il faudrait encore attendre l'attestation de non-renvoi en appel. Donc, tout ça, ça demande du temps, ça demande des frais, et ça prend au moins un petit mois à 3 mois pour avoir donc cette décision judiciaire donc qui est l'exéquature. Oui. Autant prendre un billet d'avion et venir faire la transaction et repartir. Oui. Hein. Donc c'est pour ça aussi que il y a la représentation consulaire et il y a les deux au niveau des consulats du Maroc. C'est l'alternative entre guillemets, la moins dolore en perte de temps, si j'entends bien. Alors il y avait une autre question d'une auditrice, mais je suis pas certain non plus que si Abdillah n'avait pas d'autres aspects sur lesquels il souhaitait intervenir ce matin. Allô ? Oui, on vous écoute, Abdillah. Je dis merci l'administration marocaine. Pourquoi faire ça quand on peut compliquer Un notaire reconnu mondialement, je crois que les autorités marocaines doivent revoir ce genre de choses. Oui, mais il faudrait la réciprocité. Vous savez, le Maroc est un pays souverain. Il faudrait que les autres aussi reconnaissent notre autorité. Oui. Ça, c'est un problème de convention internationale. Oui, mais nous, on a plus d'immigrés en France, en Suisse, ailleurs que eux. Alors c'est à nous de faire le pas et aller demander ça. Hein. C'est juste une proposition. Parce que, comme moi, il y en a peut-être des millions en Maroc. Ah, mais beaucoup aussi de nos compatriotes viennent pour effectivement régler un certain nombre de questions qui sont restées en suspens du fait de leur lieu de résidence. Oui. Mais il y avait une question concernant notre sujet du jour. Nous parlions, pour ceux qui se joindraient à nous, de la vente en viager qui est très très peu connue. Il y avait la question très peu connue, mais c'est dit, donc très peu connue, mais elle est reconnue par la jurisprudence marocaine. Oui. Il y a déjà eu donc des procès à cet effet et la jurisprudence a reconnu la validité du viager comme contrat aléatoire tant qu'il n'est pas détourné en une donation déguisée ou une fraude successorale. Une fraude successorale. Voilà. C'est-à-dire une façon de déshériter quelqu'un pour frauder et dire voilà, je l'ai déjà vendu, tu ne peux pas hériter. Donc tout ça, normalement, ça doit être réellement une vente. Voilà. Donc la jurisprudence, jurisprudence marocaine a reconnu donc le caractère légal. Oui. D'accord, de ce contrat aléatoire, tant qu'il n'a pas été détourné de sa destination finale, si vous voulez. Une personne qui est âgée, elle peut faire face à des besoins financiers importants pour des raisons de santé. D'accord. Mais c'est pas fait dans l'esprit de déshériter quelqu'un. C'est fait dans l'esprit de vendre, c'est venir absolument recevoir le bouquet, c'est-à-dire avoir les conditions remplies dont on avait parlé. C'était important de le faire entendre. Il y avait une autre question d'une auditrice qui m'avait écrit, je ne sais pas d'ailleurs comment, en tout cas qui m'a écrit sur WhatsApp tout simplement. Est-ce que la vente en viager peut se faire pour une pharmacie SARL ? Absolument, tout à fait. Vous savez, ça peut se faire pour le mobilier comme pour l'immobilier. Et pour une SARL, c'est... Pardon ? Pas d'autres conditions distinctives entre les deux, Maître Lati Basrat ? Non, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire, il faudrait déterminer le bien, il faudrait déterminer le bouquet, il faut déterminer les rentes. Donc, aucune difficulté. Oui. Outre celle qui consiste à trouver... surtout parce que là, quand il s'agit de pharmacie, il faudrait que l'acheteur soit aussi pharmacien. Absolument. Même si c'est au sein d'une société civile professionnelle. C'est un moyen ou une SARL de faire l'acquisition d'une pharmacie quand on a, disons, un capital de départ qui n'est pas des plus conséquents. Oui, parce que les pharmacies coûtent cher. Effectivement. Donc c'est une possibilité. Je remercie Madame Nice d'avoir posé la question. Alors, pour ceux qui pensent que ce caractère aléatoire
Là, j'en reviens parce que là, moi ça me reste... je l'ai pas avalé, contraire à la religion. Oui. Qu'en pensent ces gens-là de l'Umrah? L'Umrah existe bel et bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire une donation durant la vie. Donc là aussi, vous allez vous miser sur la durée de vie, sur la longévité du donataire. L'Umrah, c'est quelque chose qui est admise par le droit marocain. D'accord? On fait une donation à Umrah, d'accord, à quelqu'un pour occuper. Alors l'Umrah, elle est personnelle et elle n'est pas transmissible, elle n'est pas cessible. Oui. D'accord? C'est-à-dire, moi je fais une donation à M. Saoudi d'un bien qu'il va occuper toute sa vie. Et à son décès, moi je récupère, soit c'est le donateur qui récupère, soit ce sont mes héritiers. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'Umrah. Alors l'Umrah, donc c'est aussi, si on veut raisonner cette histoire d'aléatoire anti-religieux, là moi aussi je vais miser sur la vie du donataire. Oui, ça c'est... Donc, vous voyez, donc il y a moi je dis qu'il n'y a pas photo, c'est tout à fait légal parce que l'Umrah elle est aussi déterminée par le code et elle est aussi bien expliquée, je crois. Alors si ma mémoire est bonne, le texte, bon, il y a l'article 107 du DOC et il est aussi prévu par le code donc de procédure civile. Hein. Il y a les articles 107 et suivants, l'article 108 et suivant du DOC, donc qui détermine le caractère de l'Umrah, donc qui est lié à la durée de vie du donataire. C'est une donation un peu particulière. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est à usage personnel. D'accord? Usage d'occupation, personnellement. Par exemple, pour un conjoint, il peut protéger. Bon, cette histoire aussi de la résidence du conjoint survivant et de la résidence conjugale qui est posée au niveau du code de la famille. Le mari peut consentir une donation Umrah à son épouse qu'elle reste dans sa maison sa vie durant. Et puis, une fois qu'elle décède, tout revient aux héritiers, d'accord? Ou à ses héritiers ou au donateur s'il lui survit. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, il y a mille façons. Vous savez, le droit est simple. Il suffit de le connaître et de savoir comment s'organiser conformément à la loi pour gérer son patrimoine, le transmettre en toute aisance. Nous, on essaie de s'organiser aussi pour donner la parole en temps et honneur à ceux qui la réclament. Désolé, je suis trop bavarde. C'est le temps des explications. C'est une thématique, je le disais, très très particulière, donc qui nécessite un peu plus d'explications. J'ai cru comprendre que si Mohamed était avec nous à l'antenne et qu'il souhaitait prendre la parole, bonjour à vous. Très bonne rentrée donc pour le quart de l'année qui reste. Et puis également, la thématique d'aujourd'hui est très intéressante. Moi, je voulais poser la question à Madame la notaire par rapport, vous êtes en train de parler des ventes un peu particulières. Moi, je fais allusion à la vente à rémairie. En tant que technique juridique qui existe au Maroc, je ne sais pas l'ampleur de ça, mais donc effectivement, technique juridique passe devant notaire. Mais également, moi, ma question, c'est surtout sur le volet fiscal. Est-ce que cette vente, elle est conçue comme étant double vente, d'accord, et en même temps, il est assujetti à la plus-value, donc à la TPI, ou plutôt, c'est une opération qui incorpore l'annulation de la vente pour pouvoir, par la suite, pendant la durée déterminée, l'occupation de l'acheteur, plutôt du vendeur du bien immobilier, donc, ou plutôt, c'est une opération qui est fiscalisée, qui n'est pas défiscalisée. Donc, est-ce qu'il est conçu comme étant double vente successive, ou plutôt une annulation de vente pour échapper à la TPI, d'accord, parce que c'est une période, normalement
il est limité dans le temps. C'est pendant, je suppose, pendant 5 ans, 6 à 5 ans. Et puis par la suite, je dirais, le vendeur récupère son bien immobilier. Donc voilà. La deuxième question, est-ce qu'il porte sur tout bien immobilier, même agricole, et même un terrain, je dirais, non bâti, ou plutôt il est spécifiquement destiné pour les biens, je dirais, bâtis. Ça veut dire immeubles, et également locaux commerciaux et tout ça. Voilà ma question, et je vous remercie de... nous vous remercions, c'est Mohamed également. Alors, écoutez, monsieur, je vous remercie d'abord pour votre question, quand même, qui est assez pertinente. La vente à réméré, elle consiste à quoi? C'est-à-dire à garantir un montant déterminé qui est donc au créancier. D'accord? Donc, je vous vends mon bien en garantie d'une somme que je vous dois, mais si je vous la restitue, donc si je paye, donc j'honore ma dette, je récupère mon bien. Donc ici, c'est aussi un caractère aléatoire de la vente. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer votre bien. Si la personne n'a pas honoré ses engagements, n'a pas remboursé sa dette durant cette période à laquelle la vente est faite, d'accord, le bien, vous le gardez. Oui, mais qui est intéressé à ce tyque d'opération? C'est-à-dire, il trouve des personnes endettées qui... Oui. Là, quel est le caractère? Oui. Parce que, d'abord, le créancier, il a une garantie. Il a déjà un bien qui rentre dans son patrimoine. Et il a un délai fixé pour le remboursement. D'accord. Et si, au bout de la période, donc du délai fixé pour le remboursement, le débiteur n'a pas honoré donc la créance, et il perd le bien. Donc le créancier est payé par le biais de ce bien qu'il est déjà dans son patrimoine. Dans son patrimoine. Donc là, il n'y a pas... Mais c'est une vente. C'est une vente. C'est une vente à réméré. En contrepartie, je vous la vends et vous la gardez pendant une période. Soit je vous rembourse, d'accord. Soit je perds mon bien. C'est pas que je le perds, mais il reste à vous. Mais est-ce que c'est quelque chose dans quelles circonstances? Oui, mais ça c'est dans les profils, c'est dans le cas de l'incertitude de pouvoir récupérer la créance. Ça, c'est les banques les utilisent souvent. Les ventes à réméré, quand ils n'arrivent pas à récupérer, au moins ils récupèrent une propriété immobilière en donnant un peu de souffle donc au débiteur pour pouvoir rembourser la dette. Et auquel cas, s'ils ne remboursent pas, ils ont déjà le patrimoine entre les mains. C'est parfait. Parce que si Mohamed, il intervient sur le domaine financier. Donc alors, moi je voudrais encore donner une petite précision à notre auditeur, bien aimablement qui nous a posé cette question. La vente à réméré, elle peut concerner un bien agricole, elle peut concerner une usine, elle peut concerner une propriété immobilière, pas obligatoirement un bien, un logement. Donc, que ça soit un terrain nu, que ça soit une usine, que ça soit une maison, l'essentiel c'est que c'est une propriété qui est transférée en attendant le remboursement ou qui est perdue définitivement. Donc ici, il n'y a pas double vente. Il y a double vente. Et fiscalement parlant? Fiscalement, il y a la TPI à payer. Donc là, la taxe sur les profits et revenus fonciers. Donc ça, c'est une différence majeure. La taxe sur les profits et revenus fonciers, elle est payable. Et de toutes les façons, comme vous avez dit, si la personne est habitée pendant 5 ans, qu'elle est habitée pendant 5 ans, il n'est exonéré que jusqu'à 4 millions de dirhams. Mais dans des cas de vente à réméré, la plupart du temps, c'est des sommes beaucoup plus importantes que 4 millions de dirhams qu'on devait garantir. Pas d'exonération sur ces questions. Donc je crois que la réponse est claire. Mais je remercie Si Mohamed parce que notre thématique est un peu plus large, mais simplement la spécificité de celle que nous faisons aujourd'hui, cette émission, c'est d'essayer d'évoquer les cas durant lesquels on peut envisager sereinement la vente envisagée, parce que je le disais, ça se pratique très peu. Maître Lati Basrat. Alors quels sont les risques de ce type d'opération de vente envisagée? Parce que si ça se pratique peu,
s'il y a d'autres réticences que celles qu'on a évoquées, il peut y avoir des réticences de l'ordre de l'appréhension par rapport au risque encouru. Alors, le risque on va commencer par d'abord déterminer pour le vendeur et l'acheteur. Oui. D'accord. Le risque pour l'acheteur. Le risque pour l'acheteur, c'est la durée de vie, d'avoir misé sur une durée de vie quand même qui est plus longue. D'accord. Ça est d'un. J'achète quelqu'un qui a 70 ans et il vit jusqu'à 110 ans. 110 ans, peut-être que l'acheteur décède avant. Hein. C'est possible. Alors, vous savez, si l'acheteur décède avant, ses héritiers doivent servir la rente absolument. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il décède, parce que ça, c'est la condition. Oui. D'accord. Donc le service de la rente, il passe entre les mains des héritiers. Oui, mais in fine, il récupère la propriété immobilière. Donc sans quoi, effectivement, tout est fichu. Sans quoi, le propriétaire récupère et la propriété et le bouquet et les rentes déjà perçues. Ou ses héritiers, le moment venu. Donc ça, c'est un risque pour l'acheteur. Ça, c'est un risque, et puis aussi les risques sur le mauvais cheval. Il faut viser sur le mauvais cheval. Bon, c'était pour sourire, parce que c'est aussi la spécificité de ce type d'opération. Alors 11h29, on va reprendre disons le risque, mais de l'autre côté, en ce qui concerne la vente en viager, ceux qui souhaitent prendre la parole, eh bien on essaiera de donner la parole, de la faire circuler. Si vous avez des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80, mais comme on a enjambé 2 respirations musicales, on va se rattraper également durant la dernière partie d'émission. Jusqu'à midi. Et nous revenons, le fil conducteur de notre émission consacrée aux opérations particulières, des transactions un peu spécifiques que peuvent passer les notaires en matière immobilière. Nous évoquions en long, en large et en travers les questions liées à la vente en viager. Maître Lati Bastrat. Et effectivement, le risque est apprécié différemment selon que l'on soit l'acheteur ou le vendeur. Et effectivement, le risque pour l'acheteur, c'est effectivement de voir de payer et d'attendre. De transmettre une dette à ses héritiers. Absolument. Non seulement ça, mais aussi de payer une rente beaucoup plus importante, ce qui fait parce que vous devez servir rente, la vie durant. Plus la vie est longue, plus vous êtes en train de servir. Donc des fois, c'est pas tout à fait la même chose que si je paye pendant 3 ans. C'est pas du tout une bonne affaire. Hein. Ah. Des fois, ça pourrait se transformer en gouffre et la personne se trouve en train de payer beaucoup plus cher que prévu. Vu que d'abord la rente est payée est servie pendant plus longtemps, et 2, l'entretien et l'entretien de la construction de la propriété. Hein. Un immeuble qui prend 20 ans d'âge. Absolument. Donc, il y a l'étanchéité à faire, il y a des fois, il y a la tuyauterie à refaire. Donc ça, c'est pas une bonne affaire. En fait, sur le coût financier est beaucoup plus important. Pour le vendeur, le risque, c'est de ne pas se faire servir sa rente régulièrement, mais là, il a toutes les cartes en main. Parce que d'abord, le notaire rédacteur de l'acte doit prendre le soin d'inscrire une hypothèque en faveur du crédit rentier, soit de prévoir une action résolutoire, et puis il peut s'adresser au tribunal pour demander l'annulation de la transaction de la vente. Et auquel cas, quand le tribunal annule, il lui reste le bouquet lui reste acquis, ainsi que les différentes rentes déjà servies resteront acquises donc au vendeur. Donc par conséquent, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients pour le vendeur. Mais oui, puisque l'arme qu'il a entre les mains est considérable. Absolument. Parce que si vous ne payez pas, je récupère tout simplement mon bien et j'ai pris le bouquet et pris les rentes pendant un certain absolument, temps. Donc, j'ai occupé la propriété. J'ai occupé, donc je n'ai rien perdu dans l'affaire. Absolument. Et au contraire... Donc c'est plutôt pour
pour l'acheteur, il faudrait qu'il soit régulier, qu'il sait pertinemment qu'il doit payer régulièrement les rentes. Oui, il serait absolument Sinon, perdant. il ne faut pas s'aventurer dans cette opération. Et puis, autre question pratique concernant effectivement cette vente viagère ou ces transactions, tout simplement. Est-ce qu'il y a des méthodes pour déterminer le bouquet? Parce qu'il peut y avoir une différence d'appréciation considérable en ce qui concerne l'évaluation qu'on fait de la valeur d'un bien, Maître El Hatib Astral. Oui, mais ça, il y a la valeur marchande du bien, la valeur la valeur marchande du. Il y avait un référentiel, mais on n'a plus, mais maintenant on se réfère au prix du marché. Oui. On fait donc une moyenne. Une moyenne par rapport à des ventes de produits presque similaires ou avoisinants. Hein. Donc on fait une moyenne pour savoir un petit peu. Et en fonction de l'âge du vendeur. En fonction de l'âge du vendeur, parce que pour calculer donc pas la durée de vie, mais c'est l'espérance de vie, l'espérance de vie du vendeur, ça c'est important. Et aussi, c'est en fonction du montant de la rente. Du montant de la rente. Donc c'est quelque chose qui se fait entièrement sur la base d'une négociation entre l'acheteur et le vendeur. Absolument. Et il faudrait quand même que les parties se fassent accompagner d'un notaire. Hein. Oui, parce que c'est purement conventionnel. Nous avons un auditeur qui a pris contact avec nous à l'instant. Si Mohamed nous contacte de Casablanca. Et on cède la parole, généralement, surtout quand on arrive au terme de l'émission, il nous reste une vingtaine de minutes, à ceux qui la réclament, la parole. Si Mohamed, bonjour à vous. Bonjour. Eh bien. Je voudrais poser une question à Maître avec vous. Oui. Concernant, elle a parlé tout à l'heure de la convention judiciaire entre le Maroc et les pays étrangers. Mm-hmm. Alors, en cas d'héritage pour un bien situé à l'étranger, est-ce que c'est la loi du pays ou la loi du Maroc qui s'applique? Lorsque les héritiers sont marocains. Est-ce que c'est vous savez, Sidi, bonjour d'abord. Alors, en ce qui concerne donc si un bien est situé dans un pays étranger, tout dépend donc de la loi de ce pays. Par exemple, moi je donnerai un exemple bête et simple, par exemple par rapport à l'État français. D'accord? Si le bien est situé en France, eh bien, tout dépend. Si vous êtes la succession se fait, si c'est une famille uniquement marocaine musulmane, donc on applique la loi musulmane, c'est-à-dire l'acte d'hérédité marocain. Et la répartition se fait dans ce sens-là. Si le couple, par exemple la famille, c'est une famille mixte, là où tout dépend à qui appartient, qui est la personne décédée. Si c'est, par exemple, l'épouse est française, le mari est marocain, c'est l'épouse qui est propriétaire, on lui applique la loi française. Et ça dépend aussi du lieu de la résidence. Oui, mais pour les Marocains, le motif religieux, plutôt l'élément religieux, est très important et très déterminant. Oui, mais il y a aussi l'aspect fiscal. Par contre, en ce qui concerne le Maroc, si nous avons un bien situé au Maroc, d'accord, aux étrangers, on leur applique leur loi nationale. Si c'est la personne décédée est française et non musulmane, on lui applique la loi française. Si elle est roumaine, on lui applique la loi roumaine. Même si le bien est situé au Maroc, donc on applique la loi nationale du défunt. J'espère que ça va. Alors, pour les impôts, parce que ça, c'est très important. Et là, je vais vous rappeler un problème qui perdure et sur lequel on a
souvent, bon, avec on en a discuté au cours de cette émission pendant longtemps. C'est le problème de la fiscalité. Le problème de la fiscalité, un Marocain qui réside au Maroc, qui a des biens au Maroc, il arrive à décéder, ses héritiers, ses enfants, par exemple, habitent en France. Et sont résidents en France et ils sont fiscalement résidents fiscaux en France. Eh bien, sur le bien qu'ils ont reçu de la succession de leurs défunts parents au Maroc, ils doivent payer les droits de succession en France. Alors que le Maroc, au Maroc, on n'a pas de droit de succession. On paye tout simplement l'acte adulaire qui c'est vraiment pour quelques dizaines de centaines de dirhams et on paye les droits à la conservation foncière pour le qui coûte au plus 500 dirhams. Donc, quand on fait les choses dans les délais. Oui. On fait les choses dans les délais, oui. Alors, mais par contre, les Marocains résidant en France se trouvent en train de payer les droits de succession en France sur un bien acheté en dirhams par leurs parents qui ont travaillé toute leur vie au Maroc. Et là, il faudrait impérativement que nos autorités trouvent une solution donc de régler ce problème sur le plan international via des conventions. Moi, j'avais fait déjà une étude là-dessus. J'avais même proposé de faire au moins une convention similaire à nos voisins de l'Orient. Donc, pour les biens situés au Maroc, on paye au Maroc, et pour les biens situés en France, on paye en France. Ça, moi, je trouve que c'est équitable. Mais par contre, payer des droits, c'est révoltant de payer des droits en France pour des biens situés au Maroc et achetés par des travailleurs au Maroc et en dirhams. C'est la conséquence, disons, de l'application de cette notion de lieu de résidence. Les personnes qui ont un certain niveau de revenu en France vont en Suisse pour ces questions-là, ou dans d'autres pays où effectivement l'imposition sur les successions est moins importante. Donc c'est par cette extension de l'application des successions en fonction du lieu de résidence et non pas en fonction de la nationalité qui crée ce problème. Et maintenant ils sont plus via les Européens peuvent choisir la loi qui leur serait applicable en fonction de leur lieu de résidence. Même s'ils sont français, ils peuvent opter pour un autre pays si c'est leur résidence. Oui. Merci, maître. J'aurais une deuxième question. Oui. C'est lors d'un héritage, par exemple, un parent se désintéresse de l'héritage en faveur de ses enfants. Oui. Est-ce que sur le plan fiscal, c'est comme une vente aux enfants, à ses enfants? Alors la succession est ouverte où? Au Maroc ou à l'étranger? Au Maroc. Au Maroc, la personne d'abord, on ne peut pas renoncer à une succession et on ne peut pas déshériter quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire je ne veux pas hériter d'un tel. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne voulez pas hériter de son argent pour une raison quelconque. Par contre, là, j'en reviens. Par contre, vous allez pouvoir hériter. D'accord. Donc, on fait l'acte de succession. Vous allez rentrer dans la quote-part successorale qui vous revient. Ça vous revient et vous faites une donation à vos enfants, par exemple. D'accord. Vous faites une donation. Oui, mais le cas n'est pas nécessairement des plus clairs, si Mohamed. Alors, là, il peut faire une donation à ses enfants de ce qu'il a hérité, de la part qui lui revient dans cet héritage. Vous allez payer 1,5% de la valeur à l'enregistrement, 1,5% de la valeur donc de ce que vous donnez à la conservation foncière. Donc, ça va vous revenir à peu près à 3%, plus les frais de notaire, plus quelques taxes, menu taxe, mais vous n'êtes pas soumis à la taxe sur les profits et revenus fonciers.
Toutefois, c'est la condition pour pouvoir échapper à cette taxe, il faudrait respecter les liens et les degrés de parenté. Alors, vous ne pouvez vous ne pouvez échapper à cette taxe que lorsque vous faites une donation au profit, donc ascendant, descendant, premier degré, les collatéraux, c'est-à-dire frères et sœurs, les conjoints. Donc, soit vous donnez à vos parents, soit vous donnez à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'est possible, à vos frères et sœurs ou à votre épouse. Mais au-delà, vous êtes taxable. C'est considéré comme une vente. Mais si Mohamed, est-ce que ça répond à votre question ? Absolument. Merci beaucoup, maître. Merci. Je vous en prie, monsieur. C'est nous qui vous remercions, si Mohamed, pour ces questions. Alors, on va profiter de la respiration musicale, parce qu'on l'avait longuement décalée en raison simplement des appels des auditeurs. Et nous resterons toujours à l'écoute. Ceux qui souhaitent, en ces dernières minutes d'émission, prendre contact, poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, maître Latib Asqat, qui est notaire à Rabat, qui nous rend visite. Alors nous parlons ce matin essentiellement de la vente en viager, mais il y a aussi d'autres types de ventes qui sont peu pratiquées. On peut acheter en démembrement, on peut acheter en tant qu'investisseur, par exemple, la nue propriété. Qu'est-ce qui fait que ce sont des choses qui s'envisagent d'un point de vue tout simplement légal, mais quel est l'intérêt de ce type aussi de ventes qui peuvent se faire ? Outre la vente en viager, maître Latib Asqat. Il y a la vente en viager. Quand on achète uniquement la nue propriété, est-ce que ça présente un intérêt pour quelqu'un si c'est uniquement pour placer de l'argent? Mais le prix est plus bas. Le prix est plus bas, mais vous n'avez pas la jouissance ni l'usufruit, d'accord? Vous n'avez ni l'usage, ni l'habitation, ni... est-ce que ça présente un intérêt pour acheter uniquement la nue propriété? Non, ça dépend de l'âge du vendeur. Oui, absolument. Tout dépend de l'âge du vendeur. Donc, il a l'usufruit. Tant qu'il est en vie, il peut en profiter. Mais une fois qu'il décède, vous récupérez la pleine propriété. Peut-être que vous allez réaliser une plus-value. Effectivement, ouais. C'est cette possibilité-là qui dispense l'acheteur de payer en l'occurrence des rentes et de rentrer dans ce cadre. Ça pourrait être un alternatif à la vente en viager, d'acheter la nue propriété et de laisser le propriétaire profiter de l'usufruit tant qu'il est en vie. Oui, donc. Mais ça revient au même pratiquement. C'est uniquement pour ne pas servir la rente. C'est la rente. Oui. Alors que la vente en viager, c'est le fait de pouvoir faire profiter l'acheteur aussi de payer de manière échelonnée et ne pas vraiment casser sa tirelire au départ. De voir comment on peut mettre à profit. À profit pour tout le monde. Exactement. Nous avons un auditeur qui nous a contacté de Casablanca, c'est Abdelrafi qui est avec nous à l'antenne, auquel on cède volontiers la parole, d'autant que le temps risque de nous manquer. Bonjour à vous, si Abdelrafi. Bonjour. Alhamdulillah, tout va très bien. Sabah al-khair, Sidi. Mon problème en 2016-2017, je dis un bien dans une résidence balnéaire Mansoria. Oui. Et il s'est avéré, comme les résidences balnéaires, généralement, ce sont des appartements symétriques, pratiquement symétriques. Le notaire, la transaction, عمل لك لو تيتر ديالي النمره ديال لابارتمون ديال لو فوازان دونك انا ساكن عند جاري réellement vous occupez le bon appartement, mais en fait le titre foncier c'est pas le vôtre. Absolument. كل واحد ساكن في دارو mais d'abord il faudrait faire un avenant rectificatif. Mais le problème de l'avenant rectificatif, parce que il fallait signer sur le plan. Ça, quand on vend des biens en copropriété à cas des appartements, pour éviter ce risque d'erreur, on fait signer les acheteurs sur le plan de l'étage, sur le plan de l'appartement. Comme ça, on connaît exactement le numéro de la fraction que la personne achète pour la relier à un numéro de titre foncier. Probablement, vous n'avez pas signé sur le plan. C'est pourquoi il y a eu cette erreur.
ça fait quand même 10 ans, je me rappelle pas. Voilà, mais non, ça, moi je devine un petit peu ce qui s'est passé. Oui, mais bon, alors maintenant, il faudrait vous mettre d'accord. Il faudrait vous mettre d'accord avec votre voisin. D'accord. Pour rectifier, vous avez tout intérêt, tant que vous êtes en vie, pour ne pas laisser de problème à vos héritiers par la suite, à vos enfants. Vous allez vous mettre d'accord avec votre voisin et vous allez voir le même notaire pour faire un avenant rectificatif. Seulement, cet avenant rectificatif, il est soumis au paiement des droits. Comme une double vente. Avant, on enregistrait un taux fixe, que ce soit à l'enregistrement ou à la conservation foncière. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Maintenant, si vous venez faire une permutation de titres avec un avenant rectificatif, l'État exige le paiement des droits comme si c'était une vente normale. Alors, ce n'est que simplement une rectification d'erreur. Il n'y a pas de problème. L'erreur, elle est imputable au notaire. Pourquoi je vais payer les frais? Alors ça, je ne peux pas. Je suis désolée, Serge de Gavima. Une vente pareille, ça va me coûter un awala Jacques. Absolument. لا غتخلصوا vous avez raison. ولكني من الأحسن اللهم شوف يا سيدي اللهم خطية نص خطية ولا خطية كاملة كوموندي اللهم تصلح دابا ولا تخلي عندك المشكل. لان غدا اصبر اسمح لي غدا بعد غدا بغيتي غير تبيع عندك الدار vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous avez besoin d'argent, vous voulez vendre, et ben vous avez les bras liés. Alors autant payer et rectifier cette histoire, et c'est bon. Oui, mais les notaires ont une assurance professionnelle. Oui. Et donc il faudrait qu'il en ait une très bonne. 11h58, on a débordé. On a débordé, mais c'est aussi une suggestion que je fais aussi à l'auditeur. Je remercie les auditeurs qui ont participé en nombre et notre invité qui nous vient de Rabat, mais qu'on salue et qu'on est heureux de retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. On va céder la parole à nos collègues. Ahmed Eloua pour la tranche suivante et Kamal Khassal qui va probablement nous présenter les actualités, un journal d'information présenté en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.